Une série de crimes au sein d'une petite communauté rurale laisse la population en état de choc et de peur. Lorsque la chasse pour retrouver les suspects prend trop d'ampleur, la police demande l'aide du FBI. Les agents devront parcourir plus d'1 millier de kilomètres pour retrouver ces redoutables criminels avant que d'autres innocentes victimes ne croisent leur route. Le 11 juin 1997, dans la région centre-sud de l'Iowa. Cette région rurale où abondent fermes agricoles et fermes d'élevage était déjà animée alors que l'aube laissait place au matin. La plupart des ouvriers agricoles étaient arrivés plusieurs heures plus tôt pour commencer les travaux quotidiens. Pourtant, une des ouvrières, qui d'habitude ne manquait jamais le travail sans avertir, était absente ce matin-là. Son patron, un fermier de la région, s'inquiéta en constatant qu'elle ne répondait pas au téléphone. Comme elle vivait seule, il se rendit jeter un coup d'œil chez elle. Il remarqua alors que son pick-up n'était pas garé dans l'allée et que la porte d'entrée était entr'ouverte. À l'intérieur, il trouva le corps inerte de son employée, Barbara Garber. Le chef de police Paul de Geest du bureau du shérif de Massachusetts County répondit à son appel au service d'urgence. Au cours de mes 20 années de travail au sein des forces policières, j'ai eu affaire à 5 ou 6 homicides. C'est dire que c'est plutôt rare à Oskaloosa ou à Massachusetts County. En entrant dans le salon, nous avons aperçu le corps de Barbara Garber. Elle était en position assise dans un fauteuil tout habillée. Elle penchait du côté gauche et du sang s'échappait de sa tête. Le shérif appela les experts du service d'investigation criminelle de l'Iowa pour faire l'examen de la scène. La femme dans la quarantaine avait reçu 4 projectiles à bout portant alors qu'elle était assise dans un fauteuil. Les techniciens recueillirent des douilles de projectiles 22 près de la victime. À ses pieds, ils trouvèrent les restes de son petit déjeuner. L'absence d'autres blessures sur le corps indiquait qu'il n'y avait pas eu de lutte, comme nous l'explique l'agent spécial Michael Berrier de l'État de l'Iowa. Il ne semblait pas y avoir eu entrée par effraction. Quelqu'un était simplement entré dans la maison, soit parce qu'on l'y avait invité, soit parce que la porte était déverrouillée. La maison n'était pas parfaitement rangée, mais elle n'était pas sans dessus-dessous non plus. Et rien ne semblait avoir été volé à part le véhicule disparu. Le fermier décrivit le véhicule de son employé. Il s'agissait d'un modèle récent de pick-up vert foncé. Les détectives transmirent alors un bulletin d'alerte à toutes les unités de patrouille du secteur. Ils interrogèrent ensuite la voisine la plus proche qui vivait à 1/2 kilomètre de la victime. Elle avait remarqué quelque chose peu avant l'aube, au moment où elle partait travailler. Une voiture à haillons bleus ou une familiale reculait de l'allée de la maison de Mme Garber. La voisine n'avait toutefois pas pu voir qui se trouvait à l'intérieur et elle n'avait pas noté le numéro de plaque d'immatriculation. On nous a décrit ce véhicule comme étant une vieille voiture de type familial de couleur bleue. Comme on n'avait jamais aperçu ce véhicule à la résidence Garber auparavant, nous avons commencé à croire qu'il s'agissait peut-être de la voiture du suspect.
Les policiers interrogeaient encore la voisine lorsqu'ils reçurent un message d'alerte par radio. What you got? Okay, I'll be en route. Dans le hameau de Gibson, à 8 km de là, on avait dévalisé une banque. Des policiers de 2 comtés différents répondirent à l'appel. Comme les dépôts bancaires sont protégés par une assurance du gouvernement fédéral, on fit également appel au FBI. Le bureau du FBI le plus proche se trouvait à Cedar Rapids, soit à 125 km de là. L'affaire fut confiée à l'agent Scott French. Cette petite banque ouvrait ses portes pour la première fois ce jour-là à Gibson, une localité de seulement 70 habitants. Il n'y a qu'une route pavée à Gibson. Sinon, toutes les fermes sont reliées par des routes de gravier qui mènent à l'extérieur du village. L'agent French devait compter 1 heure pour se rendre sur place. Les policiers du comté, qui arrivèrent avant lui, établirent un périmètre de sécurité avant de prendre les dépositions des témoins. Selon les employés de la banque, le vol avait eu lieu à 10 heures. Il n'y avait aucun client et le gardien de sécurité n'avait pas encore commencé son quart de travail. Seule une caissière et le gérant étaient là lors du vol. 2 voleurs armés et portant des cagoules de ski foncées, des gants et des combinaisons de travail brunes étaient entrés soudainement dans la banque. L'un d'eux était armé d'un fusil et l'autre avait un pistolet. Les voleurs avaient mis les piles de billets de banque dans des sacs à ordures. Ils avaient ensuite pris la fuite avec 65 000 $ en liquide. Malgré leur cagoule, les employés croyaient que les 2 hommes étaient de race blanche. La banque d'épargne de Gibson n'avait aucun système de sécurité, c'est-à-dire aucune caméra vidéo pour filmer le vol. Cela nous rendait la tâche difficile car nous avions pour seul indice les dépositions des témoins. Une seule personne avait assisté à la scène à l'extérieur de l'établissement, une fillette de 10 ans. Elle déclara aux enquêteurs qu'elle était à vélo de l'autre côté de la rue lorsque ça s'était produit. 2 hommes portant des cagoules étaient sortis d'une voiture grise avant de s'engouffrer dans la banque. La fillette était partie avant que les voleurs n'en sortent. Elle était trop jeune et avait eu trop peur pour noter le numéro de plaque d'immatriculation. Les policiers avisèrent immédiatement toutes les unités de patrouille de surveiller toute berline grise, car c'était probablement la voiture que les voleurs avaient utilisée pour prendre la fuite. Dans cette affaire, j'avais l'impression que les voleurs venaient de la région. Premièrement, la banque de Gibson était située dans un village très isolé. Deuxièmement, les 2 hommes portaient des combinaisons de travail, ce qui est très fréquent chez les ouvriers d'ici. Un policier qui se dirigeait vers la scène du crime fit demi-tour et choisit plutôt les routes que pouvaient avoir prises les voleurs lors de leur fuite. À 4 km de la banque, il aperçut une berline grise abandonnée au milieu d'un champ. Il n'y avait personne autour. Il vérifia la voiture et appela au poste pour donner le numéro de plaque d'immatriculation. La voiture était enregistrée au nom d'une certaine Highland Schultz, une adolescente qui vivait dans le secteur. Il a trouvé cela étrange de voir cette voiture arrêtée à cet endroit. Comme il savait que sa propriétaire ne vivait qu'à quelques kilomètres de là, il s'est rendu chez elle. Cette petite population rurale de l'Iowa était très unie et le policier connaissait bien la famille Schultz. Il sonna mais n'obtint aucune réponse.
Il s'aperçut alors que la porte d'entrée n'était pas verrouillée. À l'intérieur, il trouva Hyland Schultz, 18 ans, gisant sur le sol, tué par balle. Il appela au poste pour obtenir de l'aide. Le chef de police Paul de Geest de Masca County eut alors l'intime conviction que ce deuxième homicide et le vol de la banque étaient reliés au premier meurtre. Nous étions presque sûrs que tous ces crimes étaient le fait des mêmes individus. Ils avaient tous été commis à l'intérieur d'un rayon de 8 km. Et encore une fois, ce n'est pas le genre de choses qui se produit souvent dans cette région rurale de l'Iowa. 2 meurtres et un vol de banque en moins de 2 heures. La jeune femme qui venait de terminer ses études secondaires avait reçu 2 projectiles à la tête à bout portant. On recueillit une cassette audio et 2 douilles de projectiles de calibre 22 tout près du corps, soit le même calibre que le projectile de la première scène du crime. Comme pour le premier homicide, les enquêteurs ne trouvèrent aucune trace d'entrée par effraction ni blessure sur la jeune femme qui aurait démontré qu'elle s'était débattue. L'agent spécial de la police de l'Iowa, Michael Barrier, découvrit alors un autre lien entre cette victime et la première, Barbara Garber. En ratissant le secteur autour de la résidence des Schultz, nous avons appris qu'un pick-up vert récent avait été aperçu dans l'allée de leur maison vers 9h30 ce matin-là. Cela nous a intrigués, puisque Barbara Garber possédait un véhicule qui correspondait à cette description. Nous croyons qu'après avoir volé son véhicule, le criminel s'était rendu à la résidence des Schultz. Par conséquent, les 2 homicides étaient reliés ensemble. On envoya les 2 corps au médecin légiste du comté pour les faire autopsier. L'analyse balistique confirma ce que les enquêteurs soupçonnaient déjà. Les 2 victimes avaient été tuées avec la même arme à feu, un pistolet semi-automatique de calibre 22. Le FBI et les enquêteurs de la région établirent un poste de commandement au bureau du shérif de Masca County. Ils mirent en place une ligne téléphonique spéciale et contactèrent les médias pour leur donner la description du pick-up vert foncé de la première victime. Les policiers suivirent des dizaines de pistes. Quelqu'un déclara alors avoir aperçu quelque chose vers 10h30 ou 11h le matin du vol et du double homicide. Il avait vu un pick-up vert foncé près de la ville d'Oskaloosa. Le témoin identifia le conducteur qui vivait dans la région. Il ne l'avait toutefois jamais vu à bord de ce véhicule. Il y avait un passager à bord, mais le pick-up recula avant qu'il n'ait eu le temps de l'identifier. L'individu qui nous a dit avoir aperçu le pick-up avait identifié un certain Jamie McMahon. Il le connaissait assez pour l'avoir bien reconnu, et il était absolument sûr qu'il s'agissait de lui. Il nous a également dit qu'un autre individu se trouvait dans le véhicule, mais qu'il n'avait pas pu le voir d'assez près pour dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Il savait seulement qu'il y avait un passager à bord. À la fin de la première journée, les enquêteurs disposaient donc d'un nom et du visage d'un suspect éventuel pour le double homicide et le vol de banque. Il s'agissait de Jamie McMahon, âgé de 22 ans. Les agents et leurs collègues détectives espéraient le rattraper avant que lui et son complice ne frappent à nouveau. Le 12 juin 1997, le jour suivant le meurtre de 2 femmes en Iowa et le vol d'une banque, le FBI et la police disposaient du nom d'un suspect éventuel. Jamie McMahon, âgé de 22 ans. La dernière fois qu'on l'avait vu, il conduisait un pick-up vert qui correspondait à la description du véhicule d'une des victimes. Les enquêteurs croyaient que le passager en sa compagnie était son complice. L'agent spécial Michael Barrier du service d'enquête criminelle de l'Iowa apprit alors que la dernière adresse connue de McMahon était celle de ses parents à Oskaloosa. Ceux-ci parurent inquiets quand l'agent Barrier les contacta, car ils étaient sans nouvelles de Jamie depuis les crimes. Quand nous avons parlé aux amis et à la famille de Jamie McMahon, on nous a dit que c'était un type bien, un jeune homme travaillant.
Mais au cours des derniers mois, il avait changé de personnalité. Il avait maigri et ne travaillait plus. Il semblait éprouver des problèmes. Les enquêteurs se rendirent chez les McMahon pour fouiller la maison et tenter d'obtenir d'autres informations. Dans les dernières semaines, Jamie McMahon avait passé beaucoup de temps en compagnie de son demi-frère de 18 ans, Christopher Kaufman. Celui-ci ne vivait pas très loin. Les deux jeunes hommes avaient chacun une bande d'amis différents et d'habitude, ils ne se fréquentaient guère. Mais ces derniers temps, ils étaient inséparables. Maintenant, ils avaient tous deux disparu. Comme la banque avait été dévalisée par deux personnes et qu'un témoin avait aperçu McMahon en compagnie d'un autre individu, on pouvait en déduire qu'il s'agissait de Christopher Kaufman. Les détectives interrogèrent les amis de McMahon qui se rappelaient l'avoir vu pour la dernière fois en compagnie de Kaufman tard le soir précédant les crimes au volant d'une vieille familiale bleue. L'un des amis de McMahon lui avait prêté sa voiture au cours des derniers mois parce que ce dernier n'avait pas les moyens de s'en offrir une, comme nous l'explique Paul de Geest du bureau du shérif de Masca County. Ce véhicule était une voiture familiale bleue. Elle aurait pu ressembler à une voiture à haillons si on la suivait sur la route. Elle correspondait à la voiture aperçue par la voisine de Barbara Garber dans son allée plus tôt ce matin-là. Les enquêteurs fouillèrent la voiture, mais n'y trouvèrent aucune preuve de l'implication de McMahon et de Kaufman dans le meurtre de Barbara Garber. Les amis de McMahon ajoutèrent que celui-ci avait toujours désiré posséder un pick-up vert comme celui de la victime, mais que c'était au-dessus de ses moyens. Jamie était littéralement fou de ce modèle de véhicule. Plus tôt, au cours de cette année-là, il en avait commandé un, identique à celui que possédait Barbara Garber. Mais, faute d'argent, il avait dû annuler la commande. Les amis de McMahon déclarèrent que la veille du meurtre, celui-ci et Kaufman s'étaient arrêtés pour leur emprunter autre chose. Un pistolet semi-automatique de calibre 22 qu'ils comptaient utiliser sur des chats errants. C'était l'arme utilisée lors des deux meurtres. Les enquêteurs prièrent les amis du suspect de les appeler dès qu'ils auraient de ses nouvelles. Les autorités ne tardèrent pas à apprendre par d'autres amis que le présumé meurtrier avait fait un usage abusif de méthamphétamine depuis quelque temps. L'agent spécial Scott French était préoccupé par l'état mental du jeune homme, car ce stimulant créait facilement une dépendance. Les gros consommateurs de méthamphétamine ressentent de nombreux effets secondaires. Notamment, ils peuvent rester éveillés pendant plusieurs jours. Deuxièmement, ils perdent l'appétit. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est que ça peut sérieusement affecter le jugement. Les consommateurs deviennent de plus en plus paranoïaques et peuvent facilement devenir agités. On organisa d'importantes recherches pour retrouver les deux jeunes hommes et le pick-up vert. Des agents et des policiers avisèrent également d'autres autorités policières par le biais des médias partout dans le Midwest. On fit émettre des mandats d'arrestation au nom de McMahon et Kaufman pour homicide et fuite pour éviter une condamnation. Et dès le début, nous avons eu l'impression qu'ils avaient quitté l'État et toutes les suppositions sur l'endroit où ils allaient étaient aussi valables les unes que les autres. La plupart des enquêteurs dans le coup croyaient qu'ils avaient pris la direction du Mexique. Les détectives rendirent à nouveau visite aux amis et à la famille des deux hommes recherchés en se disant que ceux-ci chercheraient peut-être à entrer en communication avec eux. La petite amie de McMahon donna au FBI la permission de mettre sa ligne téléphonique sous écoute. Si McMahon appelait, les agents pourraient retracer son appel. Les recherches pour retrouver McMahon et Kaufman étaient en cours lorsque l'escouade spéciale reçut un appel important. Les parents de deux familles signalèrent la disparition de leur fille. Celle-ci, âgée de 16 et 17 ans, n'était pas rentrée chez elle depuis la veille.
Ces deux amis étaient inséparables. Comme il y avait 2 tueurs dans les parages, les parents de ces adolescentes craignaient le pire. Les enquêteurs découvrirent alors que McMahon et Kaufman avaient fait la fête avec des jeunes femmes dans un motel d'Oskaloosa la soirée précédant la série de crimes. L'employé du motel déclara aux enquêteurs que ces jeunes femmes y avaient passé la nuit et qu'elles y étaient toujours le lendemain matin. Yeah, those are the girls. Yeah, those are the ones. L'employé avait revu McMahon et Kaufman plus tard le même jour à bord d'un pick-up vert. Selon elle, les 2 jeunes filles étaient parties avec eux. Les enquêteurs firent émettre un bulletin d'alerte national pour signaler que les fugitifs McMahon et Kaufman avaient été vus la dernière fois en Iowa en compagnie de 2 adolescentes. Nous étions inquiets pour la sécurité des jeunes filles. Si Jamie McMahon était prêt à tuer n'importe qui, même des personnes de son entourage, ces adolescentes couraient un réel danger. Les enquêteurs remontèrent une piste prometteuse fournie par un appel du public. Quelqu'un avait aperçu McMahon et Kaufman à une maison mobile à plusieurs kilomètres de chez eux. Il était impossible de savoir s'ils étaient encore armés, sous l'effet des méthamphétamines et si les adolescentes se trouvaient encore avec eux. Nous ne voulions courir aucun risque inutile, car nous ignorions dans quel état mental ils étaient. Nous avons fait appel à une unité SWAT. Nous avons cerné la maison et nous sommes arrivés de toutes parts. Les agents lourdement armés étaient prêts au pire, même s'ils espéraient que les choses se passeraient sans encombre. Ils ordonnèrent à McMahon et Kaufman de sortir, mais n'obtinrent aucune réponse. L'équipe de policiers fit alors irruption à l'intérieur, prête à faire feu. En juin 1997, les agents du FBI et ceux de l'État de l'Iowa firent irruption à l'intérieur d'une maison mobile. Depuis 2 jours, ils étaient à la poursuite de Jamie McMahon, 22 ans, et de son demi-frère Christopher Kaufman, âgé de 18 ans. Les 2 jeunes hommes étaient soupçonnés de 2 meurtres et d'un vol de banque de 65 000 $. 2 adolescents disparus étaient peut-être avec eux. Mais il n'y avait aucune trace des fugitifs ni des jeunes femmes. Des témoins d'aussi loin que du Texas au sud et du Minnesota au nord affirmèrent avoir aperçu les fugitifs à bord du pick-up vert volé. Avec 65 000 $ en poche et une avance de 12 heures sur les policiers, les 2 hommes pouvaient se trouver n'importe où, comme nous le raconte l'agent Michael Barrier de l'Iowa. Nous étions incapables de deviner où ils étaient rendus. Certaines informations nous laissaient croire qu'ils étaient au Minnesota. On nous avait dit également qu'ils avaient de la famille et des amis en Floride, mais nous n'avions aucune piste solide à suivre. Après 7 jours de recherche, le FBI reçut enfin l'appel espéré. Les agents étaient déjà à l'écoute quand Jamie McMahon téléphona à son ex-petite amie. Au cours de cet appel, il lui demanda si les autorités avaient une idée de l'auteur des meurtres de Barbara Garber et Dylan Schultz. Il semblait chercher à avoir de l'information. Il voulait découvrir ce que nous savions et voir s'il était considéré comme des suspects dans cette affaire. Elle lui a alors répondu « As-tu fait quelque chose de mal? Pourquoi la police te cherche-t-elle » Dès qu'il a compris qu'il était un suspect et que nous savions qu'il était impliqué, il a raccroché. L'agent à l'écoute appela alors son superviseur au centre de commandement de Masca County. L'agent spécial Scott French nota que McMahon était resté assez longtemps au bout du fil pour que son appel puisse être retracé. Après l'appel de McMahon, je me suis mis à la recherche de l'endroit d'où il avait appelé.
Mais j'ai eu un problème avec la compagnie de téléphone qui se trouvait à l'extérieur de notre zone. On n'a pu me donner le numéro de téléphone que le lendemain. Le présumé meurtrier avait téléphoné d'un hôtel de Kissimmee, en Floride. On montra une photo d'eux à l'employé qui n'eut aucun mal à les reconnaître. Il affirma qu'il était en compagnie des deux adolescentes. Are they in the hotel at this time? Please check. No, they checked out. Manque de chance, ils venaient tout juste de partir. Le retard de la compagnie à fournir le numéro avait donné à McMahon et Kaufman juste assez de temps pour conserver leur avance. McMahon and Kaufman are gone. We missed them. So they know we're looking for him now. They know we're looking for them. Good. Any sign of the girls? Les agents craignaient d'avoir encore plus de mal à retrouver les suspects maintenant qu'ils savaient que le FBI était à leur trousse. All right. All right, well, thanks, and I'll get back on this. All right. Bien que la police ait manqué McMahon et Kaufman en Floride, les deux adolescentes revinrent saines et sauves à la maison peu de temps après. Les enquêteurs les interrogèrent sur leur séjour en compagnie des fugitifs. Elles déclarèrent qu'elles étaient en compagnie des deux jeunes hommes au motel d'Oskaloosa la nuit précédant les crimes. Le lendemain matin, McMahon et Kaufman étaient revenus à bord d'un pick-up vert, les poches pleines d'argent. McMahon, l'aîné du groupe, leur avait offert de les emmener en Floride. Les deux adolescentes, très influençables, avaient accepté de les suivre sans poser de questions. Les filles nous ont dit qu'au début, elles ignoraient tout des homicides. Elles ne savaient pas non plus qu'il y avait eu un vol de banque, même si elles s'étaient bien rendues compte qu'ils avaient dû faire quelque chose pour se retrouver subitement avec autant d'argent. Les deux adolescentes ajoutèrent qu'après avoir quitté le village, le groupe s'était arrêté à la rivière des Moines. Là, un des deux hommes avait jeté un sac de toile dans l'eau sans leur dire ce qu'il contenait. Ensuite, le groupe avait pris la direction de la Floride. Au cours de la première semaine de voyage, en compagnie de McMahon et de Kaufman, les deux filles se sont senties en vacances. Elles ont pris du bon temps, elles ont mangé au restaurant et sont allées dans les parcs d'attractions. Un de leurs premiers arrêts fut à Branson, au Missouri, où ils étaient allés à une fête foraine. Les deux filles déclarèrent qu'elles avaient pris des photos en route. Elles avaient apporté des caméras jetables. Nous avons fait développer les photos. Nous disposions maintenant de nouvelles photos de McMahon et Kaufman. Et l'une d'elles en particulier montrait Christopher Kaufman assis dans le pick-up vert de Barbara Garber. Après un arrêt à Disney World, McMahon et Kaufman avouèrent finalement aux deux adolescentes avoir commis des meurtres et un vol de banque. Kaufman s'était teint les cheveux en blond. Sous l'effet des méthamphétamines, les deux hommes leur dirent qu'ils n'hésiteraient pas à les tuer elles aussi. Les deux adolescentes avaient de plus en plus peur. Elles demandèrent aux deux hommes de les laisser rentrer chez elles. McMahon leur donna alors assez d'argent pour prendre un taxi et acheter 2 billets de train pour l'Iowa. Elles dirent aux enquêteurs qu'elles n'avaient pas la moindre idée de la direction qu'avaient pris les fugitifs. Well, they didn't say where they were going. They just gave us money and we left. Les enquêteurs en conclurent qu'elles n'étaient pas impliquées dans les crimes puisqu'elles étaient restées au motel d'Oskaloosa au moment où ils avaient été commis. Elles furent remises en liberté sous la responsabilité de leurs parents sans qu'aucune accusation ne soit portée contre elles. À la rivière des Moines, un policier qui n'était pas de service trouva un sac dans l'eau. Quand il l'ouvrit, il trouva 2 cagoules noires et 2 combinaisons de travail brunes.
Le policier trouva également un porte-monnaie et un permis de conduire. Il appela les autorités pour leur remettre ces indices. Le porte-monnaie et le permis de conduire appartenaient à Highland Schultz. Quant aux vêtements et aux cagoules, ils correspondaient à la description de ce que portaient les voleurs de la banque partis avec 65 000 $ en argent liquide. Jamie McMahon et Christopher Kaufman étaient toujours les principaux suspects. Ils parcouraient les routes en liberté, armés et toujours sous l'influence de la drogue. Le 30 juin 1997, soit 19 jours après le début des recherches pour retrouver McMahon et Kaufman, le bureau du shérif d'Escambia County en Floride reçut un appel. Un automobiliste de Pensacola désirait parler à un policier. Il lui dit qu'il conduisait son auto sur l'autoroute lorsqu'il avait remarqué un pick-up vert. La veille, il avait vu un reportage sur la chasse à l'homme menée contre McMahon et Kaufman. Comme le véhicule correspondait à la description de celui des fugitifs, il l'avait doublé pour le voir de plus près. Il avait alors reconnu le visage du conducteur pour l'avoir vu à la télévision. De plus, le véhicule portait des plaques d'immatriculation de l'Iowa. L'automobiliste s'était arrêté pour appeler la police d'Escambia. La description du véhicule fourni par les autorités de l'Iowa était la même. Mais avant de passer à l'action, il fallait s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une autre fausse piste. C'était prometteur compte tenu du fait que les suspects avaient été aperçus pour la dernière fois en Floride. Les policiers de l'Iowa firent parvenir au shérif de Pensacola le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule et les photos des deux demi-frères. Ils prirent soin de les mettre en garde car les fugitifs étaient armés et considérés dangereux. Toutes les unités de patrouille de Pensacola furent mises en alerte. Les policiers fouillèrent les routes secondaires, les stationnements des centres commerciaux et des motels à la recherche des fugitifs ou du pick-up vert volé. Dans le stationnement d'un motel, deux policiers remarquèrent finalement un pick-up vert. Généralement, les clients garent leur voiture devant leur chambre, mais dans ce cas-ci, le pick-up était presque à l'arrière, dissimulé par une clôture. Après vérification, on constata que la plaque d'immatriculation et le véhicule correspondaient à la description. C'était bien celui de la victime du meurtre en Iowa. Il n'y avait pas une seconde à perdre si on voulait arrêter les fugitifs avant qu'ils ne reprennent leur cavale. À un motel de Pensacola, en Floride, les autorités avaient finalement trouvé le pick-up que conduisaient Jamie McMahon et Christopher Kaufman, des demi-frères soupçonnés d'être les auteurs de 2 homicides et d'un vol de banque en Iowa. Les policiers d'Escambia County devaient maintenant s'assurer que les fugitifs étaient vraiment à ce motel. L'employé de service reconnut les visages des 2 hommes à partir de photos. Elle ajouta qu'un autre homme se trouvait avec eux dans leur chambre. Elle en donna le numéro au policier. Celui-ci lui demandèrent de faire immédiatement évacuer les lieux. Comme les fugitifs pouvaient avoir pris un otage, on fit appel à une équipe formée spécialement pour ce genre de situation. C'est le sergent Jerry Cox du bureau du shérif d'Escambia County qui était chargé de l'affaire. Nous savions qu'ils étaient armés et qu'ils étaient des présumés meurtriers. Nous savions aussi qu'ils avaient volé une banque. Ces individus étaient des criminels violents. Nous avons donc appelé notre unité SWAT et les négociateurs en cas de situation de crise avant de nous rendre au motel. L'établissement avait été évacué. L'équipe de policiers avait mis sur pied un centre d'urgence dans les environs. Les membres de l'unité SWAT prirent position près de la chambre de McMahon et Kaufman. Des tireurs d'élite se postèrent sur un toit.
On ignorait ce que faisait le troisième homme avec les fugitifs et quelle était sa relation avec eux. On ignorait également s'il se trouvait toujours dans la chambre. Le négociateur essaya de les joindre par téléphone. À en juger par le ton de voix de l'individu qui répondit, ce n'était pas un des fugitifs. Quand j'ai appelé, le premier individu auquel j'ai parlé était l'otage. Il m'a donné un faux nom et j'ai commencé à essayer de le faire parler. Je voulais connaître son vrai nom, bien entendu, et sa situation, notamment son état physique et comment ça se passait dans la chambre. L'homme déclara qu'il avait rencontré les fugitifs en faisant de l'autostop. Il avait fait la fête avec eux. Les deux hommes étaient restés 4 jours sans dormir, sous l'effet des méthamphétamines, mais ils s'étaient enfin endormis, écroulés de fatigue. L'homme avait appris depuis peu qu'ils étaient soupçonnés de meurtre et constaté qu'ils étaient armés. Le négociateur tenta de le convaincre de sortir de la chambre en lui assurant qu'une équipe de secours l'attendrait dehors dès qu'il ouvrirait la porte. Mais pendant que l'homme hésitait à passer à l'action, McMahon se réveilla. One of them's getting up. But it's cops, man. You guys gotta let me out of here. Une de mes plus grandes inquiétudes, c'était qu'il consommait de la drogue et qu'il en avait abusé pendant plusieurs jours d'affilée. Quand vient le temps de négocier avec des gens sous l'influence de la drogue ou de l'alcool, il faut savoir comment ces produits chimiques peuvent altérer la personnalité d'un individu et ses réactions. Il peut devenir très agressif. Après 3 semaines de ce régime de drogue, les fugitifs n'avaient certainement plus les idées très claires s'ils réfléchissaient encore un tant soit peu. Put that away, man. Who is this? Chill. Calm down, man. Just hold on. Les tireurs d'élite se tenaient prêts. Le négociateur tenta de convaincre McMahon et Kaufman de laisser sortir l'homme de leur chambre avant qu'un autre meurtre soit commis. Done that, man. Man, what do you want? He's one of us. Just no, I'm out. No way, He's just man. gonna walk out? There's no way. All right, fine. He don't mean nothing crap to us, man. Let the hostage go. Man, Chris, let him go, man. Après 2 heures, les deux hommes le laissèrent enfin sortir sains et saufs. Ce qu'il y avait de plus délicat à réussir, c'était d'avoir le dessus sur leur état émotif, exacerbé par l'abus de drogue et le manque de sommeil. J'espérais réussir à ce que tout cela puisse se terminer sans violence. Cox commença par parler au jeune Christopher Kaufman. Le fugitif se savait cerné par la police. Le sergent Cox tenta de le convaincre d'être raisonnable et de sortir non armé. En interrogeant Kaufman, j'ai constaté qu'il était trop fatigué physiquement et mentalement pour prendre des décisions. Épuisé, Kaufman passa le combiné à son demi-frère Jamie. Le négociateur remarqua que celui-ci semblait plus lucide et plus réfléchi que son jeune frère. Il se servit de ce fait pour tenter de les isoler l'un de l'autre. Je lui ai alors dit, il me semble évident que c'est toi qui mènes la barque. Je dois maintenant te demander de prendre les choses en main et de faire quelque chose pour moi. Il m'a demandé de quoi il s'agissait. Je lui ai répondu, tu dois t'occuper de ton frère. Tu dois absolument le sortir de là. Look, man, just go. La tactique fonctionna. Go. I started this. Let me finish. McMahon ne voulait pas que son demi-frère ait à subir des conséquences néfastes en restant dans la chambre avec lui. Go. Des membres de l'unité SWAT arrêtèrent Christopher Kaufman. Maintenant, il ne restait plus qu'à s'occuper de son frère. McMahon semblait découragé face à sa situation et indécis. Le jeune homme de 22 ans commença à trouver le suicide moins terrifiant qu'une peine de prison à vie. J'ai entendu ce qui m'a semblé être une arme qu'on charge.
Il avait un pistolet automatique avec lui et j'ai eu l'impression qu'il avait actionné la glissière pour introduire un projectile et charger le pistolet. Cela m'a inquiété et j'ai transmis cette information à nos supérieurs et à l'unité SWAT. La fatigue et la drogue avaient altéré le jugement de McMahon. Il redoutait de passer le reste de ses jours derrière les barreaux. Confus et désespéré, il se tourna alors vers le négociateur. Ce qui semblait fonctionner le mieux, c'était quand je lui rappelais que tant qu'il y avait de la vie, il y avait de l'espoir. Il avait une chance, mais s'il mourait, il n'aurait plus aucune chance. De plus, comme il n'y a pas de peine de mort en Iowa, il aurait de nombreuses années devant lui pour tenter de comprendre ce qui lui était arrivé. McMahon finit par se ranger du côté du négociateur. 4 heures après le début des négociations, le dernier fugitif sortit enfin de sa chambre, sans armes, ainsi qu'on le lui avait demandé. Le négociateur était parvenu à résoudre la situation sans qu'une goutte de sang ne soit versée. Les policiers fouillèrent la chambre de motel. Ils y trouvèrent 29 des 65 000 $ volés et un pistolet semi-automatique de calibre 22. Sur toutes les tables se trouvaient des bouteilles de bière, de la marijuana et des méthamphétamines. Par des analyses balistiques, on confirma que c'était bien l'arme qui avait servi à tuer les 2 hommes en Iowa. Les autorités questionnèrent les 2 hommes séparément. Kaufman déclara aux enquêteurs que le vol de banque était l'idée de son demi-frère. Mais pour réussir ce coup, il devait trouver une voiture. McMahon avait déjà un œil sur le pick-up de la première victime. Il désirait l'utiliser pour prendre la fuite. Barbara Garber connaissait les 2 jeunes hommes et les laissa entrer chez elle. Selon Kaufman, une fois à l'intérieur, son demi-frère le poussa à la tuer. Ainsi, une fois Garber morte, elle ne pourrait pas signaler la disparition de son véhicule. Kaufman avoua avoir tiré à 2 reprises sur Barbara Garber, puis une 3e fois pour être sûr qu'elle était morte. McMahon aimait tellement son pick-up qu'il décida de le garder et de voler une autre voiture pour commettre le vol. Il se rendit alors chez Highland Schultz, une autre de ses connaissances. Comme Barbara Garber, elle fit entrer McMahon et Kaufman chez elle. Ils lui dirent qu'ils devaient trouver de l'argent pour faire le plein d'essence. Elle leur prêta 5 $. Toujours selon Kaufman, alors qu'elle se penchait pour mettre de la musique, McMahon lui tira une balle dans la nuque. Pour s'assurer qu'elle était morte, il lui tira à nouveau une balle entre les 2 yeux. Les 2 hommes prirent alors la clé de la voiture de Schultz et son porte-monnaie. Au cours des 3 semaines suivantes, les fugitifs dépensèrent 36 000 $ en hôtels, en prostituées et en drogue avant leur arrestation à Pensacola en Floride. Le fait qu'il n'y ait pas de peine de mort en Iowa n'y changea rien, puisque Jamie McMahon et Christopher Kaufman furent accusés en vertu de la loi fédérale pour 2 vols de voitures s'étant soldés par la mort de leur propriétaire, crime passible de la peine de mort. Le vol de banque relevait également de la loi fédérale. Pour s'éviter le pire, les demi-frères plaidèrent coupables à toutes les accusations portées contre eux, qu'elles soient de juridiction fédérale ou de celle de l'État. Leur condamnation laissa de nombreuses questions sans réponse pour la population de l'Iowa, tout comme pour Paul de Geest de la police de Massachusetts County. Ces 2 gars étaient comme vous et moi, des gens ordinaires. Je n'ai jamais compris pourquoi ils étaient allés aussi loin pour se trouver un véhicule, partir en vacances et impressionner 2 jeunes filles. C'était complètement fou. On n'aurait jamais pu deviner que c'était le genre de personne à en arriver là. Je connaissais leurs parents, leur histoire. C'était insensé. Jamie McMahon passera la fin de ses jours à la prison de Leavenworth, au Kansas. Quant à Christopher Kaufman,
Il est en isolement cellulaire à la prison à sécurité maximale fédérale de Florence, au Colorado.